Morning Business, le débat. Nicolas Dos Veolia est donc parvenu hier à mener à bien son plan de bataille et à racheter Suez, mais tout ça après presque 8 mois de bataille, et ça a duré jusqu'au bout, jusqu'à dimanche soir. Oui, c'est une guerre bien française. Alors celle-là, elle a été très violente, mais c'est vrai qu'il y a un parfum un peu suranné. On a l'impression de voir la Compagnie Générale des Eaux qui est en train de se battre contre la Lyonnaise des Eaux. Ah oui. Parce que toutes ces deux entreprises sont héritières. Ça rappelle, c'est vrai, des conflits qu'on a connus par le passé, quand il y a eu la guerre autour de BNP Paribas, la Générale, ou alors BNP, Société Générale et Paribas, qui allait devenir BNP Paribas. Vous souvenez-vous, Total Elf ou Sanofi Saint-Élabo avec Aventis. Et alors, c'est toujours un combat de coq, c'est vrai, et généralement, le psychodrame va se jouer en 5 actes. D'abord, vous arrivez avec une grande promesse, une promesse d'un jour meilleur, une promesse d'une fusion entre égaux qui fera 1 et 1 égale 3, où il n'y aura aucune suppression d'emplois. Généralement, c'est le point de départ. L'acte 2, c'est que vous avez un prix. Le prix de départ est inacceptable. Inacceptable. Et puis, il finira par être revu à la hausse. On part de 15,50, on monte à 18 €, et puis on finit à 20,50. Entre-temps, vous voyez apparaître les chevaliers blancs à chaque fois. Ouais. Les pilules empoisonnées. Les fonds empoisonnés. Les chevaliers blancs à l'époque, dans le pétrole, c'était Eni, c'était Novartis dans la pharmacie, c'était Fortis dans la banque. Là, on a vu effectivement ce fameux tandem Adrian... Meridiam. Adrian et puis GIP dans le cas de Suez. Oui. Et dans le code. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, Meridiam. Et puis, il y a eu les pilules empoisonnées. On a eu le coup de la fondation néerlandaise pour aller isoler l'activité française, pour la soustraire aux ambitions d'Antoine Frérot. Ça, c'était l'acte 3. L'acte 4, vous avez Bercy qui décide de s'en mêler à tous les coups. Alors, la posture, c'est à peu près toujours la même. On veut une solution bien française, bien de chez nous, une solution bien amicale et une solution zéro perte d'emploi. Et puis, dans cet acte 4 d'intervention publique, va se glisser à un moment la Caisse des dépôts. Ah, la Caisse des dépôts, si vous voulez, c'est un peu une sorte de caution qui rassure tout le monde. Et voilà qu'Éric Lombard, effectivement, va entrer en scène à un moment de l'histoire, puisqu'il entre à la fin au capital de Suez. Et puis, l'acte 5, d'hostile, de dramatique, de déchirant. Finalement, le dossier verse sur le terrain amical. Il y a de l'assignation en justice, il y a des demandes de référé. Et on arrive à l'épilogue. Et l'épilogue, celle-là aussi, elle est très française. Vous réalisez généralement, après le match, que certaines personnes, certains influents, sont intervenus sans bruit, mais pour agiter les réseaux. Et là, effectivement, apparaît Gérard Mestralet, qui a été dirigeant de Suez et qui a joué un rôle essentiel, d'autant qu'il connaît le sujet. Il avait voulu marier Suez-Veolia en 2012. Vous avez Louis Schweitzer, quand même, qui est quand même une figure du capitalisme français, qui lui a été aux côtés d'Antoine Frérot chez Veolia. Et puis voilà que Delphine Ernotte, visiblement, sans savoir vraiment ce qui s'est passé, dans cet après-midi très particulier, dimanche, qui s'est joué à huis clos dans un grand hôtel parisien. Entre 10h du matin et 2h du matin. Voilà, et donc c'était en plus le huis clos à l'hôtel Bristol, tout ça qui est un peu vide en ce moment, il y a de la place. Et là, Delphine Ernotte a joué un rôle particulier. Et puis à l'arrivée, on se dit, finalement, tout le monde a gagné, c'était hostile, ça devient amical, Bercy est content. Antoine Frérot, finalement, parvient à ses fins. Les actionnaires de Suez obtiennent quoi, 1,3 milliard, 1,4 milliard supplémentaires. Ouais. Vous avez Suez qui considère qu'il y a un nouveau Suez, donc Suez est toujours là. Petit quand même. Et puis Engie, qui avait cédé ses 29,9% à Veolia, verra sa participation, ses parts-là revalorisées. C'est assez tricolore, c'est vrai. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense que c'est plus que tricolore, ça se passe beaucoup comme ça dans tout le monde des affaires. C'est bien possible. Ça se passe beaucoup comme ça dans beaucoup de pays. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord, parmi les intervenants traditionnels, ce qui était très tricolore, c'était une intervention assez systématique de l'État. Là, l'État a été beaucoup moins en première ligne. D'abord, il a eu des positions assez ambiguës entre les déclarations initiales, les prises de position faites par le représentant de l'État au conseil d'administration d'Engie. Déjà, il n'a pas pu empêcher la vente. Il n'a pas pu empêcher la vente. On ne savait pas très bien s'il était pour, s'il était contre. Bon, il y avait des discours contradictoires encore une fois entre le Premier ministre, le ministre des Finances. Bon. Donc l'État est plutôt, par rapport à une période dans les opérations décrites par Nicolas, souvenez-vous que l'État avait lancé, même organisé à un moment donné, un raid contre la Société Générale. C'était il y a une trentaine d'années. Maintenant, l'État regarde un peu passer les trains. Et ça, c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il est en fait en train de plutôt sur une position qui consiste à liquider les bijoux de famille plutôt que d'essayer de faire de la politique industrielle. La deuxième caractéristique de ce qui s'est passé, je trouve, c'est la justification ultime par la notion de champion mondial qui a remplacé le champion national. Donc le communiqué de Veolia, c'est de dire on va faire un champion mondial dans la transformation écologique qui concerne l'avenir, qui est un des secteurs les plus importants. Je pense qu'effectivement la transformation écologique, l'eau, le traitement des déchets, c'est un secteur fondamental sur lequel il y a un savoir-faire français incontestable. Et là, effectivement, on va créer un champion mondial. Ce que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'on revitalise cette notion de champion mondial au moment où on veut détruire les GAFA.
parce que c'est des champions mondiaux, les GAFA. Amazon, c'est un champion mondial de la librairie. Donc si pour Ils auront 5% de part de marché à 2. Hein. Oui, Ouais. j'entends bien. Alors Ça que reste très, Google, très c'est 90%. Hein. Oui, j'entends bien, mais c'est un champion mondial, c'est quelqu'un qui est effectivement en capacité d'agir. Un acteur mondial, en tout cas. Un acteur mondial. Un acteur mondial, mais c'est n'importe qui est un acteur mondial. Donc cette notion de champion mondial est une notion qui est une notion à la fois assez floue et qui est utilisée de façon plus ou moins à géométrie variable. Et puis la dernière chose que je mettrai en avant, c'est que normalement c'est une victoire de Veolia et d'Antoine Frérot, et donc c'est plutôt assez bien dans ce type d'opération qui est vraiment un vainqueur, parce que ça lui permet après, dans la nouvelle entité, de véritablement prendre des décisions et de ne pas avoir une position permanente de renégociation. Eh bien, nous serons avec Antoine Frérot, le PDG de Veolia, entre 8h et 8h30 dans la matinale. Et puis avant, il y aura eu le petit coup de patte, le petit coup de griffe d'Arnaud Montebourg, qui sera sur ce plateau à 7h45. Je crois qu'il aime moyennement cette opération. On lui demandera pourquoi.